Lors de cette table ronde vont intervenir plusieurs types de personnes, des professionnels de la recherche, des professionnels de l'intervention et de l'accompagnement, et des personnes autistes, donc directement concernées par la question. Parmi les personnes qui vont intervenir, il y en a plusieurs qui peuvent avoir plusieurs casquettes. C'est mon cas par exemple, je suis professionnel de la recherche par le travail que je mène actuellement, mais je suis aussi psychologue, donc je suis professionnel de l'intervention, et je suis aussi une personne autiste, donc je suis aussi directement concerné par la question. L'idée de faire intervenir un petit peu ces différents types de profils, c'est de parler autour de la recherche participative, c'est justement pour pouvoir avoir un petit peu tous les points de vue de la recherche jusqu'à son application et les apports que ça peut avoir pour les personnes directement concernées. Donc l'idée un peu de cette table ronde, c'est qu'on va d'abord discuter, on va d'abord échanger autour des apports et des choses qui peuvent être intéressantes dans la recherche participative, et ensuite, dans un deuxième temps, plutôt discuter autour de ce qui peut être des obstacles à la mise en place de ce genre de projet. Mais avant de laisser la parole aux différents participants, on trouvait intéressant de juste faire un petit point sur ce que c'est la recherche participative, parce que c'est pas forcément clair dans l'esprit de tout le monde. La recherche participative, c'est vraiment une pratique qui se généralise. On en voit de plus en plus, c'est un peu à la mode entre guillemets. Mais c'est vraiment, ça part du constat qu'il y a un déséquilibre de pouvoir entre les chercheurs et les participants, notamment lorsqu'on participe à une recherche, les chercheurs ont construit l'étude pour trouver des choses particulières, ils ont des hypothèses sur ce qui va se passer, etc. Ce qu'on ne sait pas en tant que participant, justement pour limiter les biais. Mais aussi parce que cette construction du savoir reste souvent dans le milieu académique, parce que lorsqu'on participe à une recherche, en général, on n'a pas forcément facilement accès aux résultats. On le voit par exemple dans les groupes d'entraide mutuelle, les associations, etc. Il y a beaucoup de personnes qui disent en fait nous on a un peu l'impression d'être des cobayes, parce que on est régulièrement sollicité par des doctorants, des étudiants de master, des étudiants de licence, des chercheurs titulaires, etc. pour participer à des recherches, ce que les personnes trouvent très intéressant, mais elles disent après notre participation, on n'a pas accès aux résultats, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce que ça a donné, et au final ça fatigue et ça décourage aussi les personnes, parce que finalement à quoi bon participer? Elles ont l'impression d'être un petit peu utilisées. Donc l'idée de la recherche participative, c'est vraiment d'essayer de rééquilibrer un petit peu tout ce déséquilibre de pouvoir, parce qu'en fait, parfois dans les recherches appliquées, on essaye de mettre en place des nouvelles interventions, on essaye, les résultats de la recherche pour certaines catégories de personnes peuvent être aussi utilisés pour faire du plaidoyer au niveau des institutions, au niveau même parfois des ministères pour faire changer les choses. Et ça pourrait être utile, par exemple, les résultats des recherches peuvent être utiles aux associations justement pour appuyer leur plaidoyer. Mais c'est pas forcément des informations qui circulent beaucoup. Donc l'idée, c'est vraiment, comme dit, de rééquilibrer un petit peu la situation. Cette préconisation pour la recherche participative, elle figure dans les recommandations internationales et nationales quant à l'implication des personnes, alors ici des personnes autistes, puisque j'ai cité les recommandations spécifiques à l'autisme, puisque c'est le thème de nos journées, mais ça s'applique aussi à d'autres catégories de personnes. Et donc cette implication, c'est à n'importe quel moment du développement en fait des projets de recherche. Là, j'ai mis dans les interventions parce que dans notre cadre, par exemple, Doha et moi et Marie, on fait de la recherche appliquée, c'est-à-dire qu'on essaye de développer une intervention puis de la tester. Mais c'est le cas aussi dans les recherches plus théoriques. L'idée, c'est donc d'essayer en tout cas d'inclure les personnes un peu à tous les stades de la recherche, donc que ce soit au moment du développement du protocole de recherche, des objectifs, des hypothèses, etc., mais aussi au moment de son implantation, de son déroulement, de son évaluation, puis de l'analyse des résultats,
de la diffusion de ces résultats. Et comme c'est quelque chose qui est un petit peu dont on parle de plus en plus, commence à y avoir un petit peu des articles, dont celui que je cite ici, de Fletcher Watson et collaborateurs, qui délimitent plusieurs grandes lignes de conduite pour favoriser la participation, et donc dans cet article en particulier, la participation des personnes autistes à la recherche. Donc la première grande chose à prendre en compte, c'est le partenariat, c'est-à-dire l'idée est vraiment de considérer les personnes concernées comme co-créatrices de savoir et comme expertes en fait de leur domaine. Et l'article que je cite là de Gillespie Lynch, en fait, il montre que lorsqu'on teste les connaissances sur l'autisme d'experts en autisme, donc des professionnels de la recherche, des professionnels de l'accompagnement et des personnes concernées. Souvent, les personnes concernées, elles ont des meilleurs résultats que les experts. En fait, l'idée, c'est vraiment de considérer que le savoir expérientiel, faire vraiment faire l'expérience des choses et les connaissances qu'on en retire, de le considérer au même niveau et au même titre que le savoir académique. Et ça, c'est vraiment un fil conducteur dans la recherche participative. Un autre grand thème important dans la recherche participative, c'est la communication. Donc, comme on l'a dit, c'est partager le savoir, en fait. Ça peut être d'expliquer le mécanisme de la recherche une fois que les participants ont terminé leur participation, pour leur donner un petit peu des billes sur pourquoi est-ce que les questions étaient posées comme ça, par exemple. Mais aussi partager les résultats, notamment avec les participants et participantes, avec les organismes communautaires, comme dit plus tôt, pour, par exemple, appuyer les plaidoyers, etc. Et favoriser un petit peu ce partage de savoir entre le monde de la recherche et les personnes concernées. Un élément essentiel de la recherche participative, c'est l'accessibilité. On ne peut pas développer des protocoles de recherche qui visent des populations spécifiques, notamment, par exemple, certaines populations en situation de handicap, sans réfléchir à l'accessibilité des protocoles. Alors, c'est pas toujours faisable de faire une accessibilité totale en fonction des contraintes de moyens, que ce soit de moyens techniques ou de moyens humains ou de moyens financiers dans le cadre des recherches qu'on peut mener dans les labos, mais c'est essayer au maximum de prendre en compte les besoins particuliers des participants pour favoriser aussi la diversité des personnes qui peuvent participer à la recherche. Un exemple tout bête, ça peut être d'autoriser plusieurs moyens de communication dans les recherches qualitatives, par exemple, de ne pas favoriser uniquement l'entretien en tête-à-tête, en présentiel, si c'est possible de faire aussi par écrit, si c'est possible de faire aussi par visio, etc. Enfin, c'est des choses qui se réfléchissent en amont parce qu'il faut les mettre dans le protocole. Mais voilà, c'est essayer de rendre au maximum, ou d'y penser en tout cas, pour rendre au maximum la participation possible pour le maximum de personnes qu'on essaye de viser. Et enfin, un autre grand thème de la recherche participative, c'est l'implication des personnes. Donc, comme on l'a dit, l'implication des participants à tous les stades de la recherche, mais l'implication de personnes concernées dans tous les rôles également de la recherche. On le voit, il y a une littérature naissante que je trouve particulièrement intéressante qui montre qu'en fait, c'est un bonus d'avoir des chercheurs autistes pour faire des recherches sur l'autisme, que ce soit dans les recherches qualitatives parce que les personnes se sentent mieux comprises par des personnes qui savent un petit peu ce qu'elles vivent, mais aussi parce que ne serait-ce que le protocole de recherche, par exemple, peut directement correspondre plus facilement aux personnes parce qu'on a potentiellement une meilleure connaissance un petit peu de ce que c'est
l'autisme à travers notre savoir expérientiel. Ce qui ne veut pas dire nécessairement que on n'a pas ce travail à faire non plus en tant que chercheur, de faire un peu un pas de côté, de ne pas appliquer son expérience à tout le monde, mais ça peut être un bonus, et en tout cas on le voit de la littérature un peu scientifique. Donc voilà, globalement, à quoi ça ressemble la recherche participative, et un petit peu les leviers sur lesquels on peut jouer pour améliorer la recherche, améliorer la participation dans la recherche, pardon. Mais comme on va le voir, c'est pas forcément toujours facile euh, de, de mettre tout ça en place. Néanmoins, on va commencer par plutôt qu'est-ce qui peut être un peu intéressant dans la recherche participative, et pourquoi c'est quelque chose qui se développe et qui peut être mis en place. Initialement, on a lancé le projet à partir d'observations cliniques, hein, c'est-à-dire sur le terrain, qu'est-ce qui nous a paru utile jusque-là, qu'est-ce qu'on sait jusque-là de ce qui peut être nécessaire comme adaptation à des programmes thérapeutiques pour les adultes autistes. Donc on est parti un petit peu de nos observations sur le terrain clinique, et aussi à partir de ce qu'on sait dans le monde scientifique. Et à partir de là, donc on avait notre programme avec certaines adaptations, et qui a été proposé par la suite à des adultes. Mais c'est vrai qu'à aucun moment avant, nous n'avons sollicité des personnes concernées pour poser la question: est-ce que ce programme effectivement convient? Est-ce qu'il y a des adaptations en plus, ou peut-être certaines adaptations que nous avons pensées qui finalement s'avèrent peut-être secondaires? C'est vrai qu'il n'y a pas eu ça en avant. Et toutefois, et heureusement qu'on a ça, c'est-à-dire qu'on a une évaluation qualitative de notre recherche, c'est-à-dire une fois que la thérapie se termine, on a tout ce qui est effectivement questionnaire à tout ça, on a aussi des entretiens qualitatifs où chaque personne qui a bénéficié de la thérapie a un moment pour s'exprimer avec une personne qui est hors la recherche, une personne qui n'est pas le thérapeute ou même le chercheur qui est très impliqué sur le terrain, pour dire comment elle a vécu la thérapie, comment elle s'est sentie, quelles ont été les choses aidantes, quelles sont ses propositions, ses suggestions. Et donc on a ces retours-là après la thérapie. Et c'est vrai que en voyant certains avis converger vers certaines propositions, par exemple des personnes, pour la plupart, qui souhaiteraient bien que la thérapie dure plus longtemps, que la fin de la thérapie soit plus progressive, par exemple des propositions comme ça, vers lesquelles tous les avis ont l'air de converger, on s'est dit, oui, c'est vrai, ça aurait été intéressant si on avait demandé peut-être en amont à des personnes, en leur présentant la durée de ce que c'est que ces thérapies, comment on avait conçu les choses. Ça aurait peut-être été des choses qu'on aurait pu adapter a priori, ce qui n'a pas été le cas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi je suis contente quand même qu'on ait eu au moins accès à ça, c'est-à-dire à cet aspect qualitatif qui nous permet par la suite d'améliorer les prochaines éditions du GREMO, donc du groupe de régulation émotionnelle qu'on propose. Donc là, c'était pour parler de mon expérience, et c'est-à-dire sur le terrain, comment j'ai pu voir l'utilité effectivement de, par exemple, consulter des personnes concernées avant de valider définitivement un programme, de le proposer sur le terrain. Voilà. Je ne sais pas si d'autres personnes aimeraient réagir à ça ou... C'est pour passer la parole à d'autres personnes. De toute façon, on va tous l'apprendre, je crois que c'est un peu ça le jeu. Oui, alors moi je me retrouve un petit peu finalement dans ce que Dora a dit, dans la mesure où ce que je vous disais hier, c'est ça, c'est que finalement ça se co-construit. En fait, je ferais bien d'enlever mon masque, ça sera plus simple, excusez-moi. Ça se co-construit avec les personnes qui participent. C'est-à-dire que un projet de recherche, et je crois que c'est le problème que j'ai moi entre la recherche et la clinique, c'est le problème dans lequel je me trouve tout le temps, c'est que c'est quand même très mouvant, ces personnes dépendantes, ça dépend de la personne qu'on va rencontrer, ça va dépendre des entretiens qu'on va avoir ensemble, de la dynamique relationnelle, de tout un tas de choses. Donc c'est de la clinique, et on est obligé de s'adapter, d'être souple, et puis de mettre au travail des choses importantes pour la personne, parce qu'elle vient quand même là dans l'attente de quelque chose. Et puis à la fois, il y a cette rigueur scientifique liée à la recherche qui fait que, ok, en psychoéducation, on a dit c'est 10 séances, c'est 10 séances.
Moi, je négocie avec les gens. Hein. Si vous voulez pas faire les exercices, c'est pas grave, pas de pression. On a assez parlé d'économiser son énergie. Ouais, alors moi, on m'a dit, côté Unistra, ah ouais, mais non. Si tu veux que ton truc soit pas biaisé, si tu veux qu'à un moment donné, ta recherche au niveau qualitatif, au niveau, enfin, sur tous les plans, soit pas complètement nulle, ils doivent faire leurs exercices. Donc là où je disais avant, oui, bon, enfin, on verra ça. Maintenant, je leur dis, oui, alors, je vous préviens, il y a des petits exercices à faire à la maison sur la quinzaine, on en reparlera, je vous aiderai, mais il va falloir les faire. Voilà. Et il y a des gens qui risquent d'ailleurs de sortir de l'étude juste parce qu'à un moment donné, ils n'auront pas pu le faire ou parce qu'à un moment donné, ils traversent une dépression intense ou une anxiété tellement extrême qu'on ne peut pas juste balancer 10 séances et je reviens à hier, au revoir, bisous. Ok, donc il va falloir en faire une 11e, une 12e, prendre le temps. Je pense à un jeune homme que j'ai vu l'autre jour, je regarde Ravenne parce que c'est avec lui qu'on a beaucoup parlé de ça, qui m'a parlé de potentiel suicide. Bon bah ok, on sort le safety plan, on travaille sur autre chose, on met la psychoéducation entre parenthèses. Mais la personne sort de l'étude, du coup. C'est un petit peu la difficulté. Mais on ne peut pas, je crois, faire l'économie de prendre les avis des personnes, de faire bouger les choses, les contenus en fonction des personnes que l'on va rencontrer, de leurs problématiques, de ce qui est important pour eux. Je fais une parenthèse qui sera pertinente ou pas, mais moi je pense à la médecine. La médecine est très genrée. On s'est aperçu il y a quelques années que beaucoup de choses qui avaient été créées ou qui avaient été faites, beaucoup de recherches avaient été faites avec des messieurs. Je raconte les messieurs, hein. Mais c'était un peu l'idée qu'à un moment donné, il se trouve qu'il y avait un gros biais dans la participation. Il se trouve que les femmes, du fait de certaines particularités hormonales, des cycles menstruels, tout un tas de choses, ne pouvaient pas participer à certaines études ou ne participaient pas à certaines études. Et donc, on a testé en pharmacologie et en médecine des choses essentiellement sur des messieurs. Ce qui est pas mal dans l'absolu, mais qui ne correspond pas toujours aux attentes des dames ou qui ne fonctionnent pas toujours avec les dames. Et je me dis, voilà, on peut pas se passer des personnes et de la diversité, de la neurodiversité, je crois. Donc moi, j'interviens en tant que personne concernée et je rebondis sur ce qui a été dit parce que quand on m'a posé la question de venir intervenir sur la question de la recherche participative, bon déjà, il y avait une sorte d'évidence. C'est un petit peu comme si on me demandait est-ce que vous voulez un petit peu plus de démocratie. Voilà, j'ai envie de dire youpi. Et dans ce que j'entends, ça résonne avec quelque chose que je ressens fortement dans cette question-là. C'est le fait d'être considéré comme un individu et de ne pas me réduire à un diagnostic, une pathologie, un trouble, et vraiment de pouvoir exister en tant qu'individu. Moi, j'entends évidemment l'exigence de la rigueur scientifique et je trouve que c'est important aussi qu'il y ait un cadre parce que c'est aussi ce qui va permettre la bonne tenue de la recherche et même pour les personnes concernées, c'est une garantie de sécurité. Donc voilà, et je pense que recherche participative, c'est inclure un regard. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a le pouvoir sur la recherche. C'est simplement de pouvoir se sentir inclus, écouté, qu'on puisse entendre des choses qui peuvent être changées facilement, comme par exemple sur la sensorialité. Si on se retrouve dans une salle où c'est bruyant, avec des lumières fortes, bon, il y a des choses qui peuvent facilement s'adapter à nos spécificités sensorielles. Et puis aussi d'avoir ce souci dans peut-être les supports de questionnaires, du vocabulaire, d'essayer de se mettre à la place, en fait, finalement, de nos spécificités pour que quand on a à répondre et qu'on a 4 cases à remplir, qu'on puisse rentrer dans les cases, en fait, et qu'on se dise pas à chaque fois, comme d'habitude, non, je ne rentre pas dans la case. Et bon, après, des fois, voilà, enfin,
je pense qu'on est dans les sciences humaines, donc il y a aussi une notion d'imperfection et voilà, on essaye de tendre vers quelque chose et c'est plus, j'ai l'impression que dans la question de la recherche participative, c'est plus changer un état d'esprit, passer de quelque chose qui peut être assez vertical dans voilà, les chercheurs qui détiennent le savoir et d'être dans une approche qui est plus horizontale où oui, on peut apporter des choses à notre niveau et avec humilité. Donc voilà. Peut-être prendre la parole ? Oui, alors je suis contente de participer à cette table ronde parce que j'apprends beaucoup de choses et pour situer un peu mon contexte, moi je suis en première année de thèse. Donc la première année de thèse, c'est aussi le moment où on construit, on élabore les projets avant de commencer les grosses études, souvent à partir de la deuxième année. Donc c'est un bon moment, je trouve, pour moi de participer à cette table ronde et ça me donne beaucoup d'idées et j'ai envie de tirer des apprentissages de ce que j'entends, notamment de ton expérience Doha avec cette idée qu'après coup tu te dis peut-être ça aurait été bien dès l'élaboration du programme de demander en fait d'avoir l'avis et l'opinion des personnes concernées et pour expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire actuellement parce que ça me donne des idées donc hier j'ai présenté la thérapie fondée sur la compassion pour réduire l'autostigmatisation et en ce moment on est en train de commencer une sorte de groupe pilote donc ce serait une thérapie en groupe avec un certain nombre de personnes concernées. Et l'idée c'est de tester un petit peu aussi le matériel, donc il y a un cahier de thérapie et voir comment cette thérapie elle peut être utile et je me dis que peut-être je vais proposer des points un peu plus réguliers que justement seulement à la fin des 12 séances, peut-être pour avoir déjà des retours, peut-être au bout de 3 séances, au bout de 6 séances, etc. pour avoir déjà les avis en fait des personnes et sur le matériel et sur comment se passe le groupe et je pense que ça pourrait être très utile avant de commencer la grande étude, vraiment pour tester l'efficacité, il y aura tout un groupe contrôle, etc. Donc je pense que ça pourrait être très intéressant. Et aussi, on est en train de commencer un autre projet et là, on a essayé d'être dans une démarche de recherche participative dès le début, en fait, pour répondre aussi à une question qui m'a été posée hier et je n'avais pas pensé sur le moment à répondre avec cet élément-là. Pour les personnes qui ont des difficultés avec l'imagerie mentale ou la capacité d'imagination, de visualisation, eh bien, en fait, on est en train de développer peut-être un outil qui pourrait permettre de combler cette difficulté-là par la réalité virtuelle. Et donc là, en fait, dans la phase de conception des environnements on est en train d'interroger en fait des personnes qui pourraient bénéficier de ce type d'outils pour voir quels sont leurs besoins et comment ça pourrait les aider au mieux. Donc je travaille avec quelqu'un qui est en train de réaliser ces entretiens pour voir quels sont les besoins. Donc je pense que ça me confirme le fait que c'est important qu'on puisse inclure ces personnes concernées dès le départ, en fait, parce que pour être au plus proche des besoins en fait et du vécu. Donc voilà. Et cela me semble d'autant plus important quand il s'agit d'intervention, parce que là, effectivement, l'intervention engage la personne sur une certaine durée. Il y a un contenu, il y a voilà, un investissement derrière en termes de temps, d'énergie, tout ça. Et c'est vrai, moi, a posteriori, ça me paraît encore d'autant, c'est important de façon générale, mais c'est d'autant plus important quand il s'agit d'intervention comme ça, à ce que ce soit, on va dire, le plus proche des besoins et de la réalité de la personne, des personnes. Oui, effectivement. Est-ce que... Oui, bonjour. Donc, je suis la seule personne ici qui ne porte pas de badge, donc je vais me présenter. Je m'appelle Jocelyn. Je suis diplômé d'études de philosophie à l'Université de Strasbourg et je fais ici partie des personnes concernées par le trouble du spectre de l'autisme. Et je suis ici notamment parce que je suis effectivement intéressé et soucieux des problématiques épistémologiques liées au rapport entre les personnes qui travaillent dans la recherche scientifique sur l'autisme et les personnes autistes qui acceptent de livrer leurs données personnelles, comme moi, pour faire avancer cette recherche. Dans la mesure où je pense qu'effectivement, dans l'idée de cette co-construction qui a été mentionnée tout à l'heure, il y a une nécessité impérieuse de trouver un juste milieu entre deux écueils que sont d'une part l'impossible apport
d'une forme de psychologie caduque qui ne correspond plus au paradigme de recherche scientifique actuelle qui serait la psychologie introspectionniste, qui donc consisterait purement et simplement à livrer témoignage de ce qui se passe dans notre tête, et de l'autre côté, l'exact opposé qui serait effectivement, comme ça a été mentionné tout à l'heure, le fait d'être considéré par des personnes neurotypiques travaillant dans la recherche scientifique sur l'autisme comme des sujets de laboratoire, effectivement, sans prendre en compte effectivement dans le contact humain le vécu personnel de ces personnes. Du coup, je voulais ajouter aussi que l'espace autisme, on essaye aussi, dans la mesure du possible, de réévaluer les outils qu'on utilise. Je me souviens quand Raven avait fait son stage chez nous, il avait participé à l'atelier d'entraînement aux habiletés sociales et des contenus avaient été revus et améliorés. À savoir que c'est un groupe qui est proposé souvent à des profils assez homogènes du coup il va y avoir un groupe plus spécifique pour les personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle et un groupe plus spécifique pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc là aussi déjà il y a une adaptation des contenus. Oui, on a eu la chance d'avoir Raven qui nous a bien aidés là-dedans. Et donc je pense que c'est vraiment important justement de revoir un peu les outils au fil du temps par rapport à toute forme d'évolution, de tenir compte des personnes concernées, parce que comme d'habitude, quand on n'est pas concerné, on ne peut pas se mettre à la place des gens et savoir quel est le vécu. Donc on peut faire plein de contenus, mais si on consulte pas les gens, des fois on peut taper à côté. Et là, ça peut aussi des fois faire quelques dégâts. Donc voilà. Oui, effectivement, ça me parle beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a cette notion aussi d'humilité. Pardon ? Ah, il y a Julie après, d'accord, ça va. C'est-à-dire qu'il y a cette question aussi d'humilité du côté du chercheur, et ça me paraît une posture. Enfin, c'est une posture qui me paraît très cohérente avec la posture scientifique, même de façon générale, où on est dans cette curiosité, dans cette exploration et dans cette idée qu'on peut se planter, dans cette idée qu'on ne sait pas. Et je trouve qu'on est totalement aussi on va dire, c'est très cohérent avec cette attitude-là aussi, que d'avoir cette humilité même en amont, de se dire, oui, en développement, je ne sais pas tout, et qu'effectivement, que des personnes qui vont recevoir aussi derrière donc l'intervention, la thérapie où on bénéficiait, et comme dit, surtout sur une certaine durée, qui les engage sur une certaine durée, d'avoir aussi cette humilité de se dire oui, ils ont des choses à pouvoir nous apporter, des choses que nous on n'aura pas vues, certainement. Oui. Ok. Julie ? Oui, merci beaucoup pour toutes ces remarques. Alors oui, moi je voulais juste ajouter peut-être un élément que je n'ai pas eu le temps de dire dans ma présentation. Je vous ai parlé un petit peu des conditions que j'avais mises en place pour essayer de favoriser l'échange dans un cadre sécurisant. Je ne vous ai pas parlé de ce que j'appelle le SAE, le service après entretien, qui vise à faire en sorte que les participants ne soient à aucun moment dépossédés de leur parole et de leur discours. C'est-à-dire qu'après les entretiens, évidemment, je tape tout le verbatim et je soumets ce verbatim systématiquement aux participants qui sont libres de changer les points qui leur sembleraient être inexacts ou que j'aurais pu mal comprendre lors de la retranscription. Et lorsque je publie un article en m'appuyant sur leur discours, avant même d'envoyer la première proposition d'article, je le leur soumets, là encore, pour avoir leur retour et leur validation. Parce que ça me semble important aussi, qu'à chaque étape, ils se sentent partie prenante finalement du travail qui est produit, parce que sans leur participation, pas de production. Et c'est donc essentiel qu'ils puissent à toutes les étapes me dire s'ils ont l'impression que je fais un usage abusif de leurs propos, que je livre une interprétation qui leur semble erronée. Voilà, qu'ils puissent effectivement valider cela.
recherche-là. Et puis, c'est vrai qu'en tant que chercheuse, je me suis beaucoup interrogée sur justement où mettre la barre de cette approche participative. En ce qui concerne les entretiens, déjà, bon, je vous l'ai dit, ce sont des entretiens très longs, parfois 4 heures. Donc, en tant que chercheuse, rémunérée, alors pas à l'heure, mais malgré tout de façon statutaire, c'est un peu gênant de voler 4 heures de la vie d'une personne dans son intérêt personnel, dans son intérêt professionnel. Et c'est vrai que j'ai eu des discussions beaucoup avec les personnes que j'ai interrogées pour savoir comment eux le vivaient, parce que je voulais m'assurer que c'était quelque chose de positif pour eux. Et très souvent, eux en retirer quelque chose parce que ce travail de construction biographique leur permettait d'apporter un éclairage sur leur vécu. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai continué ces recherches-là, parce que j'avais l'impression qu'il y avait un bénéfice mutuel de cette démarche-là. En revanche, ce qui est un petit peu frustrant, c'est que là, les participants n'interviennent pas en tant que co-chercheurs au sens plein du terme, puisque je réalise seule l'analyse des données recueillies. Alors, j'avais proposé à la CNESA, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, un projet qui portait sur le vécu des élèves autistes, le vécu à l'école des élèves autistes, qui lui était un projet qui était plus pleinement participatif dans la mesure où les participants autistes participaient non seulement à l'élaboration de la problématique, donc il y avait une problématique de départ que j'avais définie avec une équipe, et puis on les sollicitait pour reformuler, transformer, modifier cette formulation, et ils intervenaient également dans l'analyse, donc il y avait tout un processus de formation à la recherche qui permettait justement de faire monter en compétence les participants, de leur ouvrir éventuellement des débouchés même vers la recherche, et puis de participer réellement en tant qu'analyste pour éviter le biais qui aurait pu être trop neurotypique de la majorité des participants universitaires à cette recherche. Malheureusement, le projet n'a pas été financé et c'est là la clé d'une participation pleine des personnes concernées aux études, aux recherches participatives, c'est le fait qu'il puisse y avoir rémunération, parce qu'il est hors de question de faire mener des analyses sur la base du bénévolat. Il est tout à fait normal que les personnes concernées puissent être rémunérées à la hauteur du travail construit. Et tout ça pour dire qu'effectivement, la participation, elle est essentielle, mais qu'une vraie recherche participative, à mon sens, elle devrait permettre de former les participants à la recherche et de les faire participer pleinement à l'analyse également des données. Alors, ce n'est pas une question, c'est plus une remarque. En fait, juste peut-être pour prévenir sur une dérive qu'on observe parfois, c'est d'inclure une personne autiste qui va être un peu le token, et qui va n'avoir qu'une participation très superficielle à la recherche, juste relire 2-3 documents, puis ça y est, on part du principe que la recherche a été participative. Parce que les recherches participatives maintenant sont un peu plus à la mode, donc voilà, donc ça c'est quand même assez problématique, il faut faire attention à ça. Et peut-être pour présenter moi concrètement comment je mène la recherche participative que je pilote en ce moment. Donc en fait, dès l'appel à projet, c'est-à-dire dès la demande de financement, les personnes autistes étaient présentes, on a rédigé le projet ensemble. Une fois qu'on a reçu les sous pour mener la recherche, elles ont été présentes à toutes les réunions d'équipe. Par ailleurs, elles ont relu toutes nos grilles d'entretien, par exemple. Quand on devait faire des entretiens, elles ont relu les grilles d'entretien, elles ont proposé des modifications. On a aussi réfléchi au meilleur mode de communication possible, parce que les mails, par exemple, ça leur convenait pas. Donc j'ai créé un Slack pour qu'on communique sur un Slack. C'est un outil de communication un peu genre chat. Donc on a réfléchi aussi à ça pour que ça soit adapté pour elles. Bien sûr, alors elles ne sont pas rémunérées directement, mais on rémunère l'association dans laquelle elles sont. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Alors aussi, je les ai fait monter en compétences, c'est-à-dire que je les ai formées pour qu'elles apprennent à coder des entretiens et qu'elles codent des entretiens comme nous, chercheurs, on fait. Une chargée de recherche, là en ce moment, qui travaille avec moi, qui est autiste, pareil, je l'ai fait monter en compétences pour qu'elle sache mener des entretiens. Donc le premier entretien, je l'ai fait toute seule. Elle était là en observatrice, elle écoutait. Le deuxième, c'est elle qui l'a fait, moi j'écoutais, je lui ai fait un retour. Et là, le troisième, elle l'a fait toute seule. Je vais écouter l'enregistrement, je vais lui faire un retour. C'est très important en fait aussi de permettre aux personnes autistes qui collaborent aux recherches d'acquérir des compétences. Donc voilà, c'est un vrai boulot, ça prend beaucoup de temps, mais c'est hyper important. Et puis après, à terme, quand il y a un article scientifique, de mettre leur nom
en tant que co-auteur, co-autrice sur l'article scientifique en fait. Parce que ça aussi, c'est quand même rarement le cas. Et c'est indispensable. Donc voilà, c'est juste ma contribution peut-être pour expliquer concrètement comment moi j'essaye de faire. Il me semblait qu'il y avait une autre intervention. Je trouve que ce débat est vraiment passionnant. Je vous remercie d'avoir pensé à le mener. Ce qui m'a frappé dans certaines interventions comme celle d'Aurélie Conan, par rapport à effectivement on a besoin d'une sorte de rigueur et puis on fait avec des personnes, c'est à quel point on est confronté à des questions éthiques. Et c'est Jocelyn qui parlait de la participation sur l'épistémologie, et donc moi, ce qui me frappe, c'est l'importance de l'éthique dans toutes ces questions-là. Et je crois qu'il y a aussi une façon d'intégrer cette dimension, c'est de veiller à la pluridisciplinarité au sein des équipes, la participation d'un épistémologue ou d'un philosophe spécialiste de l'éthique. Moi, je trouve que ça pourrait être intéressant. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question des chartes aussi et des codes, parce que ça, c'est quand même important. Ce sont des boussoles. Voilà. Et par exemple... moi, je regrette que dans l'éducation nationale, on n'ait pas un serment de Socrate, comme il y a le serment d'Hippocrate, qui disent une chose aussi simple que je dois prendre l'élève là où il est et comme il est, même si j'inscris mon action dans des programmes par ailleurs, parce que moi, je suis sans cesse, par exemple, sollicitée sur une question très bête, c'est comment je fais avec cet élève. Voilà, le programme, il est tellement décroché... Ben non, tu ne te poses pas la question. Il est là, tu fais avec lui, là où il en est. Et ça, c'est éthique. On ne peut pas être prof. Enfin, pour moi, excusez-moi, je m'emballe un peu, mais on ne peut pas être prof si on n'a pas ce positionnement-là. Et vos jeunes enseignants, Julie, s'ils tiennent, c'est parce qu'ils ont cette colonne vertébrale. Et ça, c'est fondamental. Et franchement, moi, des outils, j'en ai vu, un outil, il fonctionnera jamais correctement si on n'a pas l'éthique derrière et la responsabilité qui nous engage tous. Voilà, et du coup, ma question sur les chartes et comment est-ce que ça fonctionne. Voilà, quand vous lancez une recherche, est-ce que vous avez une charte éthique, par exemple Il y a un peu le même type de question là sur le Zoom. Normalement, une recherche qui est menée de manière normale, on va dire. En tout cas, à partir du doctorat, parce que bon, pour les étudiants de master en général, ils passent pas par le comité d'éthique, mais ça devient de toute façon nécessaire pour publier, par exemple. Et c'est le Graal des chercheurs, c'est la publication. Donc, pour pouvoir publier une recherche ou même diffuser ses résultats, on doit passer par le comité d'éthique quand c'est une recherche qui n'est pas interventionnelle, donc quand on ne va pas proposer une intervention spécifique aux gens, sinon ça passe par autre chose. Je vais revenir dessus juste après. Mais on doit déposer au comité d'éthique de l'établissement. Ici, il y a un comité d'éthique, par exemple, à l'Université de Strasbourg, donc, où on dépose un dossier, où on explique un peu le contexte de la recherche et surtout, par exemple, toutes les questions qu'on va poser, comment est-ce qu'on s'assure que les gens vont pas subir des choses un petit peu pas chouettes pendant la recherche. Qu'est-ce qu'on fait si jamais il y a des choses, par exemple, dans le dossier du comité d'éthique de l'université, il y a est-ce que les questions qu'on peut poser peuvent amener à penser à des souvenirs très désagréables ou des choses comme ça, et on doit proposer, si la réponse est oui, parce que ça fait partie de ce qui est nécessaire pour la recherche, on doit proposer en dessous qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là. Si la personne ne se sent pas bien, qu'est-ce qu'on lui propose? Et en fait, systématiquement, voilà, dans tout le dossier, on doit montrer déjà que ce qu'on demande à la personne est pertinent, mais que ça sert à la recherche et que ça sert à atteindre les objectifs qu'on a démontrés juste avant, mais aussi qu'on a prévu les cas où ça ne se passe pas bien et ce qu'on va faire dans ces cas-là.
Et ensuite, il y a aussi tout un panel de ce dossier qui est consacré à la protection des données, notamment, par exemple, on n'a pas le droit en France d'utiliser des serveurs pour faire des enquêtes. L'enquête qu'on vous a donnée, elle est sur Lime Survey parce que il faut qu'on garantisse à la déléguée de la protection des données de l'université que pour respecter les réglementations européennes, RGPD, etc., il faut que les données soient stockées sur des serveurs européens. Si on utilise Google Forms, on ne peut pas garantir que les serveurs sont situés dans l'Union européenne. Donc voilà. Ici, du coup, le Lime Survey de l'université, il est stocké à l'université de Strasbourg. Mais du coup, voilà. Et ça fait partie, ça c'est étudié par un comité d'éthique qui nous fait des retours et on doit répondre aussi, s'ils nous disent ça c'est pas éthique, ça c'est pas cohérent, etc., on doit modifier le protocole jusqu'à ce que ce soit accepté. Si on propose des interventions, par exemple dans le cadre de la recherche de Doha, dans le cadre de la recherche de Marie, etc., où on va là carrément proposer une intervention et étudier son efficacité, il faut qu'on passe par un comité de protection des personnes, où là, c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui va étudier si l'intervention qu'on propose peut présenter des effets secondaires, peut présenter des effets négatifs, et pareil, qu'est-ce qu'on met en place pour prévenir d'éventuels effets secondaires indésirables. Voilà. Ça, c'est les démarches éthiques, c'est un peu le cadre éthique de la recherche en général. Et après, pour la recherche participative, il y a des chartes qui existent, qui sont faites par des personnes, par des chercheurs qui veulent promouvoir la recherche participative, mais en français, il n'y en a pas tant que ça. Il y avait des mains là-bas. Wow. On a plusieurs. Bonjour, donc moi j'ai une question par rapport au sujet des recherches que vous menez. Alors ça a été partiellement répondu par Julie, mais je voulais savoir si les sujets de recherche sont uniquement amenés par les chercheurs ou s'il existe des groupes de discussion, des groupes de réflexion entre personnes concernées qui peuvent amener une question, amener un besoin qui sera ensuite repris par des chercheurs. Alors, je peux déjà apporter ma réponse. Alors je pense que les deux démarches sont totalement possibles. Ce sont deux démarches très différentes. Alors dans le cas par exemple de l'étude que je mène actuellement, c'est parti parce que je suis aussi psychologue, donc je suis aussi sur le terrain, et donc c'est à partir de besoins qui ont été constatés sur le terrain parce qu'on a rencontré des personnes avec ces difficultés de régulation des émotions qui pouvaient prendre partir sur des idées suicidaires ou autres. Donc c'est parti à partir d'un besoin qui a été observé sur le terrain, et derrière donc on a eu l'idée effectivement de développer un groupe ou une thérapie et d'évaluer l'efficacité de ça. Mais je pense, je te laisse peut-être aussi Ravenne répondre par rapport à ta recherche, parce que je pense que c'est une... Toi, c'est moins dans le... C'était dans l'idée. Est-ce que ça part parce qu'on observe... Ah oui, d'où ça vient, oui, c'est vrai. En fait... Il y a un énorme problème dans la recherche à l'heure actuelle, c'est l'argent. C'est-à-dire que, c'est pareil dans tous les services publics de toute façon, mais c'est-à-dire que ce qui va être financé, c'est soit des recherches qui peuvent améliorer le prestige, faire un truc, où il y a, par exemple, moi j'ai un contrat doctoral financé par l'université de Strasbourg, c'est comme ça que je fais ma thèse. Donc l'université, j'ai l'énorme chance d'être payé pour faire ma thèse. Il y a plein de doctorants qui font leur thèse en travaillant à côté, en se débrouillant, voilà. Dans mon dossier de candidature, pour être payé par l'université, il faut démontrer pourquoi est-ce que c'est intéressant de nous payer pendant 3 ans. Et donc, comment est-ce que, globalement, je vais le dire de manière un peu franche, mais globalement, c'est comment est-ce que l'université peut récupérer son argent. Est-ce que l'investissement sera rentable? Donc, c'est démontrer en fait quelle va être la plus-value, y compris économique, qu'on peut apporter avec les résultats de la recherche. Donc, dans mon cas, ça va être par exemple de proposer des formations au programme, de proposer des formations en général, voilà, qui du coup vont faire que l'université sera payée via le service de formation continue par les gens. Donc, du coup, voilà, ils ont investi et ils récupèrent un peu sur leur investissement. Le problème
partout, c'est que il y a beaucoup de projets dans la recherche en général qui vont être financés parce que c'est le truc à la mode, parfois, parce que c'est là qu'il y a de l'argent. Donc il y a des gens qui vont aussi monter des projets de recherche parce que c'est là qu'il y a de l'argent et qu'il y a eu des appels à projets de grands laboratoires, il y a des stratégies nationales du gouvernement, donc du coup ils ont débloqué des fonds pour la recherche et donc on va construire des projets de recherche pour répondre au cahier des charges pour que ce soit financé, parce que il faut payer les chercheurs, il faut payer les universités, il faut payer les participants, il faut payer le matériel, voilà. Donc ça c'est un problème majeur de la recherche en général, mais c'est un problème des interventions, c'est un problème général malheureusement. Mais quand même, il y a, notamment dans les doctorats, il y a quand même une bonne partie aussi des doctorants qui proposent leur sujet de recherche à des directeurs en disant voilà, j'ai regardé ce sur quoi vous travaillez en général, moi j'aimerais bien travailler sur ça, ça rentre dans ce que vous étudiez en général, donc est-ce qu'on peut travailler ensemble en fait, c'est un peu ça. Et donc ça vient soit de l'expérience personnelle, soit de l'expérience professionnelle qu'on peut faire dans le cadre de stage par exemple, mais aussi parfois on a constaté un besoin et du coup on a envie de proposer quelque chose. C'est un peu... Ça vient de là où ça peut venir des fois, mais c'est vrai que dans le cadre, moi je peux parler que de la psycho, mais dans le cadre des recherches en psycho, souvent c'est parce qu'on a constaté qu'il n'y avait pas d'intervention qui existait, du coup il faut en monter une, et tant qu'à faire, autant prouver qu'elle est efficace pour pouvoir, encore une fois, solliciter les établissements et dire regardez, on a prouvé que c'est efficace, ça vaut la peine de payer des gens pour la faire. C'est un peu c'est l'argent qui fait tourner le monde. Oui, Jocelyn. Du coup, pour rebondir à la réaction qui a été faite tout à l'heure sur effectivement, je suis d'accord, la dimension éthique et pas seulement épistémologique de la problématique que j'ai soulevée lors de ma précédente intervention. Il y a effectivement en fait le problème, le risque, si on n'y prend pas garde, d'avoir d'un côté un groupe plus ou moins homogène de chercheurs neurotypiques qui pourraient décider quasi arbitrairement, en étudiant un groupe de personnes neuroatypiques, de décider du dehors qui sont ces personnes. Qu'est-ce qui ferait leur identité, etc. Et ça, effectivement, je pense que c'est un problème. Et à ce titre, je me pose la question, je suis très curieux et intéressé de connaître si ces statistiques existent, le pourcentage de personnes neuroatypiques, non pas qui feraient simplement œuvre de recherche participative en tant que sujet d'étude, ce qui est une chose, mais qui seraient elles-mêmes investies en tant que chercheurs dans les sciences à propos des questions sur l'autisme et sur ce qui touche la neuroatypie en général. C'est-à-dire quelle est la part de personnes neuroatypiques dans le public, en fait, dans le public acteur des recherches scientifiques sur l'autisme. Si quelqu'un a la réponse, je suis tout à fait curieux de l'entendre. Alors, il n'y a pas de pourcentage. Par contre, il y a à l'heure actuelle un réseau d'universitaires autistes qui est en train de se constituer, enfin qui existe de manière informelle à l'heure actuelle, mais qui a vocation à se développer, à prendre une forme en fait d'association. Et où du coup, là, c'est que des universitaires. Donc, universitaires, ça va du coup là des doctorants jusqu'aux gens qui sont en poste, maîtres de conférences, professeurs des universités, enfin voilà, tout ça. Et qui du coup travaillent, donc certaines de ces personnes travaillent sur l'autisme, beaucoup de ces personnes travaillent sur l'autisme, mais d'autres travaillent aussi dans d'autres domaines complètement différents, mais ça existe de plus en plus, on en voit aussi à l'international, il y a même maintenant des congrès internationaux où il y a uniquement des personnes autistes qui présentent donc des résultats de recherche, des chercheurs en poste, des doctorants, des machins, et des associations, enfin voilà, et c'est que des personnes concernées. Ça arrive de plus en plus, c'est ça qui est intéressant.
Mais il y a toujours la même question qu'on a posée, de laquelle on a discuté hier. C'est aussi, on sait que moi, je sais pertinemment que tout le monde sait que je suis autiste. Si on tape mon nom sur Internet, voilà. Mais je suis persuadé qu'à ma soutenance de thèse, j'aurai la question de à quel point je suis objectif. Parce que j'ai déjà cette question de mais du coup, vous êtes positionné, est-ce que vous êtes objectif? C'est pareil dans la prise en charge, dans l'intervention, où on m'a demandé, bah oui, mais en tant que psy, si vous prenez en charge des personnes autistes, est-ce que vous êtes vraiment objectif? Je dis oui, donc du coup, ça veut dire que tous les mecs, ils doivent aller voir des femmes, quand est-ce qu'on arrête le côté qu'est-ce qui est objectif, qu'est-ce qui n'est pas objectif? Parce que moi, je sais qu'il y a certaines choses que je ne peux pas faire. Et je sais que j'ai conscience en fait de mon positionnement, j'ai conscience de mes limites. Et c'est un travail que, en tant que personne concernée par quelque chose, parce qu'on le retrouve chez d'autres chercheurs qui peuvent être concernés par quelque chose et qui travaillent sur cette problématique, j'ai fait ce travail de quelle est ma position, où est-ce que je suis pas objectif, où est-ce que je me positionne en tant que personne qui veut faire avancer les choses aussi. Et je suis assez clair là-dessus, mais c'est un travail que plein de chercheurs qui se disent objectifs ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas objectifs dans leur positionnement, mais parce qu'ils n'ont pas fait ce travail-là. Mais ça, c'est aussi voilà, c'est évidemment, de toute façon, personne n'est objectif sur rien, il n'y a pas de... Voilà. Mais ça fait partie des petites questions où forcément on est remis dans la situation de oui, mais du coup vous êtes une personne concernée, donc est-ce que votre recherche elle vaut vraiment voilà, c'est un peu le problème. Oui, alors je vais rebondir sur plein de trucs différents. Alors déjà, oui, ça c'est formidable. Heureusement, ça tend à disparaître, mais c'était un peu ça le plan. Mais alors, qu'est-ce que tu viens te reconstruire? Qu'est-ce que tu viens te réparer? Voilà, ça c'est des trucs qu'on entend très tôt, très vite, dans plein de contextes, en sachant qu'on a tous un truc à réparer. Excusez-moi, mais je crois qu'à un moment donné, je vais vous parler vite fait d'un truc qui s'appelle l'effet Rosenthal, parce que moi j'ai trouvé ça formidable. C'est une recherche qui a été faite au Canada. Des étudiants qui avaient travaillé beaucoup sur des pathologies mentales, schizophrénie, bipolarité, etc. Et se sont entraînés avec des comédiens professionnels à simuler une maladie mentale. Et ils se sont tous présentés, chacun dans leur coin, avec des temporalités différentes, à l'hôpital psychiatrique de Montréal. Et ils ont en fait chacun simulé une pathologie dont ils n'étaient pas porteurs. Et l'idée de la recherche là, parce que là ça paraît un peu, on se dit oh là là, quand même c'est tendancieux. Après c'était de lire les comptes rendus des soignants, des psychiatres qui ont fait le serment d'Hippocrate, des infirmiers, voilà. Et tout dans le comportement des gens a été lu à la lumière de ce supposé diagnostic, d'accord? Ça c'est l'effet Rosenthal, c'est formidable. Et donc, il faut savoir que l'idée de la recherche aussi, c'était à partir du moment où ces gens arrivent en service psychiatrique, ils cessent toute simulation. Ils ne l'ont fait que pour accéder au service. Dans le service, c'est terminé. Ils sont eux-mêmes, ils font comme ils font d'habitude, mais tout ce qu'on a écrit qui les concerne est revu, corrigé à la lumière de ce truc. Je trouve ça phénoménal. Donc, oui, ok. Alors, ce qu'on peut très bien faire aussi, c'est ne pas le dire. On peut aussi prendre le parti pris de dire, ok, moi je vais faire de la recherche dans l'autisme, mais je ne vais pas dire que je suis autiste. Et puis ça va bien se passer. Et c'est très intéressant aussi de voir ce que disent les gens. Ce que font les gens quand ils se sentent en terrain conquis, tranquilles, avec l'idée qu'entre neurotypiques, on va pouvoir parler librement. C'est assez étonnant parfois de voir ce qui peut se passer. Je pense que Ravenne peut en témoigner. Et enfin, je ferai le lien avec la validité sociale de ce qu'on entreprend. Donc on retourne sur des notions d'éthique. On reparle aussi un peu de qui, quoi et comment. C'est hyper important. Ça, c'est des choses qu'on apprend aux étudiants quand on fait cours. Attention à la validité sociale. Ce que vous proposez à la personne, quel sens ça a pour elle? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça lui sert à quelque chose? Ou juste qu'en fait, vous allez le faire parce que ça fait tellement bien, ça fait tellement joli dans un projet de recherche? Il y a le comité d'éthique et puis il y a tous les milliards d'autres moyens de faire de la recherche parce que, fort heureusement, ça devient compliqué maintenant de faire des choses avec les gens. On ne peut plus faire n'importe quoi. Avec Ravenne, on est engagé sur un truc barbare qui s'appelle un RIPH de type 3. Ok, donc ça c'est quoi? C'est une recherche impliquant des personnes humaines. Donc déjà dans l'intitulé, ok, on ne va pas faire n'importe quoi. Et ça veut dire aussi que ces gens-là, notre psychoéducation, là, on essaye de prouver, bon, ok, que ça aide les gens.
et puis que ça va leur apporter un minimum quelque chose. Si c'est juste pour faire ça, on peut aussi voilà, parler des violences faites au chevreuil ou du chrysanthème autour de la Toussaint. Okay, donc à un moment donné, c'est important la validité sociale des choses. Et enfin, pour répondre à madame au fond de la salle, vous avez vu des gens hier, le réseau Aspirit. Alors en fait, dans les CRA, on a des réseaux de travail. Des réseaux de travail pour les psychologues, pour les personnes de terrain, chacun un peu son intitulé. Il y en a dans le Bas-Rhin, il y en a dans le Haut-Rhin. Il y a des réseaux pour les familles, pour les fratries, pour les enfants. Et heureusement, enfin, il y a aussi un réseau pour les personnes concernées. Et c'est exactement à ça que ça sert. C'est pas un GM, c'est pas un groupe de parole, c'est un groupe de travail. Donc le plan, c'est ça, c'est recherche participative, c'est changer le regard, les conceptions sur l'autisme, c'est s'intéresser un peu à l'actualité de l'autisme, aux connaissances dans le domaine et prendre part à ces choses-là. Parce que c'est insupportable que tout le monde parle de l'autisme, sauf les personnes concernées. Je rappellerai le fameux dicton maghrébin, je crois. Ce que tu fais pour moi, si tu le fais sans moi, tu le fais contre moi. Pardon, excuse-moi. Alors, j'ajoute juste un truc. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi ou pas. C'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi essayer de surtout pas tomber dans le truc de neurotypique versus autisme. C'est que qu'il faut pas que ce soit une guerre de l'un contre l'autre et que ni l'un ni l'autre ne soit mis de côté. Mais vraiment qu'on continue à fonctionner ensemble, parce que je sais que des fois ça peut être le risque justement de dire oui, ok, on n'est pas concerné, mais on a aussi envie de comprendre et d'avancer avec vous là-dedans. Je pense que c'est pas pour rien qu'on se lance dans des recherches et dans le travail avec vous. Donc voilà, c'est juste de pas tomber là-dedans. Merci pour ce rappel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Mélodie. Je voulais juste faire 2 remarques. Je voulais rajouter une anecdote sur l'effet horizontal. C'est une étude qui m'avait beaucoup plu, à savoir que quand les patients, les faux patients du coup, ont été hospitalisés dans les HP, ils agissaient à ce point normalement qu'ils étaient très décomplexés. Et avec les autres patients, ils leur racontaient non, je suis journaliste, je viens faire une étude. Et les autres patients les ont parfaitement cru et ils ont dit ok, faites votre étude. Et les psychiatres ont pris ça pour un délire, je crois. Les psychiatres étaient à ce point persuadés que c'était des patients qu'ils ne les ont pas crus quand voilà. Et je voulais plus soigner Ravenne tout à l'heure quand tu disais que on te posait la question de la validité en tant que toi personne concernée. Sous de présentation, je suis Mélodie, là, je suis interne en médecine du travail. Donc je fais une thèse en médecine du travail, mais en ce moment je suis en stage clinique à l'hôpital de jour de psychiatrie au nouvel hôpital civil. Et j'ai un TDAH qui est extrêmement bruyant et j'ai donc je le connais très bien et ça m'intéresse beaucoup le TDAH. Et du coup dans ce cadre j'ai créé et animé un groupe de psychoéducation sur le TDAH qui a eu un joli succès, je pense, de manière subjective forcément. Mais j'avais demandé à ma directrice de thèse, donc ma médecin du travail, si je pouvais prolonger mon stage à l'hôpital de psychiatrie de 6 mois pour poursuivre mon groupe de psychoéduc, chose à laquelle elle m'avait répondu de manière assez violente. Je suis très activée là. Que ça n'avait pas été éthique de la part de Sébastien Weibel, qui est mon chef spécialiste TDAH, de m'avoir laissé gérer ce groupe de psychoéducation, parce qu'il fallait pas que je mélange tout, qu'il fallait que je sache où était ma place, que ma place était à celle de patient qu'on soignait et que par conséquent je ne pouvais pas soigner. Et j'avais trouvé ça très très violent à l'époque. Donc c'est pas que dans l'autisme qu'on retrouve ce genre de discrimination. Merci aussi pour ce témoignage, effectivement, qui se recoupe beaucoup avec ce qu'a partagé Ravenne aussi de son expérience. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Ok. Tu veux dire un truc? Bon, on a un petit peu parlé
difficultés aussi, enfin des écueils, notamment il y a l'argent déjà, mais il y a aussi, parce que là, à travers toutes ces journées, dans le chat notamment, il y a eu, mais comment on fait pour participer à ces recherches? Comment on fait pour voilà, proposer son aide pour les recherches participatives, etc. etc. Et en fait, pour moi, ça fait partie des écueils aussi, des obstacles qu'on peut avoir à mettre en place, qui peuvent être en place déjà, pardon. C'est qu'en fait, souvent, on a du mal à trouver des participants. On a du mal à avoir... en fait, il n'y a pas de réseau. Ce serait super qu'il y ait un réseau qui existe où toutes les personnes qui sont intéressées pour participer à la recherche puissent s'inscrire, et les personnes et les chercheurs qui voudraient proposer des recherches puissent... que les gens puissent se mettre en contact de cette manière-là pour dire moi j'aimerais bien participer à ci, je pourrais donner mon avis sur ça, etc. Et l'écueil majeur à nouveau, ça devient du travail gratuit, donc il faudrait pouvoir financer ces gens-là, et c'est toujours là qu'on rencontre le méga obstacle de l'argent. Parce que c'est vrai que moi par exemple dans l'étude sur le camouflage que vous avez dans vos livrets là, on a demandé dans le cadre aussi des mémoires de master des étudiants en psychologie aux personnes, à 2 groupes de personnes, donc un groupe issu du GEM et un groupe issu de Aspirit, de relire juste les items, en fait prévalider le questionnaire, parce qu'on a fait une traduction d'un questionnaire en anglais. Et là, on l'a traduit en français et on voulait voir si les items étaient compréhensibles. En fait, c'est juste, est-ce que la question, elle est compréhensible ou pas? Mais on les a pas payés parce que on n'a pas d'argent pour ça. Je dois aller payer moi-même les timbres pour envoyer les questionnaires en papier. Donc on en est à ce point-là. Du coup, oui, ils ont été payés en brioche ou en cookies, ou voilà. Mais c'est un gros problème de trouver un financement pour ça. Déjà, rien que pour organiser ces journées-là, c'était laborieux de trouver des financements. Donc, ça devient toujours la question de... Effectivement, je suis complètement d'accord avec le fait qu'il faut que les personnes qui participent à ces recherches soient rémunérées pour leur travail. Parce que c'est un travail de venir lire le questionnaire. Déjà, ça prend du temps, et le temps, c'est à valoriser. Mais c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, je donne mon expertise je sais que des personnes qui présentent le même fonctionnement que moi vont potentiellement comprendre la question comme ça. Et effectivement, tout le monde, il n'y a pas d'objectivité totale. Il y a des limites dans toutes les recherches, parce que c'est un grand débat sur le chat à l'heure actuelle. Il y a des limites dans toutes les recherches. Il n'y a aucune recherche qui est parfaite, et on fait de notre mieux. Mais ça reste toujours faut déjà réussir à trouver des personnes qui sont intéressées et réussir à les fédérer dans quelque chose, mais aussi leur valoriser leur travail en dehors de ce fameux prestige de merci, vous avez fait avancer la science. Alors on peut le faire parfois en citant les gens sur des articles, c'est super, c'est bien de reconnaître la participation des gens, mais c'est pareil, est-ce que ça récompense vraiment le temps d'une personne d'avoir juste mis son nom sur l'article quelque part voilà. Alors, je voulais aussi introduire la partie, on va dire, parce que la recherche participative, moi je m'y intéresse, plus effectivement, ça me paraît une très bonne idée, en fait, à aussi m'orienter de plus en plus vers ça. Tout de même, là, je me pose la question par rapport aux contraintes qui peuvent être liées par rapport à la mise en place d'une recherche participative, parce que là, rien que en regardant ma propre recherche, il y a malheureusement des contraintes institutionnelles, parce que mon lieu, on va dire le terrain, c'est à l'hôpital en fait, et il y a donc des contraintes de disponibilité de salles, des contraintes de personnel qui peuvent aussi m'accompagner, m'aider dans ce projet de recherche que je porte principalement, on va dire. Aussi des contraintes de calendrier, comme on a de temps, parce que quand on a effectivement des financements, c'est par exemple en ce qui me concerne, je pense aussi c'est en Caravane, ce sont des financements sur 3 ans, et on sait que voilà, on a 3 ans pour mener la recherche, et donc il y a effectivement toutes ces contraintes là qui peuvent effectivement venir de l'autre côté un petit peu questionner jusqu'où on va pouvoir prendre aussi, on va dire, en considération toutes les propositions qui ont été faites, et qu'est-ce qui est possible à mettre en place, qu'est-ce qui est possible à faire mais peut-être pas tel que qu'on aimerait parfois. Donc il y a même cette frustration parfois à trouver le compromis un petit peu entre tout ça.
Et voilà, je ne sais pas si tu as... S'il y a d'autres personnes qui aimeraient réagir par rapport à ça aussi. Ou... Oui, vas-y. Merci. Alors effectivement, ça a été souligné, mais le fait de pouvoir rémunérer les personnes qui participent aux recherches est extrêmement important. Et je pense que nous, en tant que chercheurs, quand on répond aux appels à projets ou quand on fait des demandes de financement, il est super important qu'on y pense dès ce moment-là, même si tout n'est pas encore prévu, etc. On ne sait pas encore combien de personnes vont participer ou quoi, de prévoir une ligne dans le budget pour ça dès le départ, en fait, quand on fait les premières demandes. Et on peut avoir tendance à l'oublier parce que peut-être on n'a pas trop cette habitude encore là. Mais je pense que c'est important dès le départ d'y penser parce qu'on pense à d'autres financements pour pouvoir aller à des colloques, etc. On demande de l'argent pour ça. Mais là, pour la recherche participative, c'est indispensable d'y penser au début. Et effectivement, en termes d'autres obstacles, il y a effectivement la disponibilité de chacun, comme tu as dit. Et j'imagine aussi, je travaille aussi à l'hôpital, je pense qu'il y a aussi des questions d'assurance auxquelles on doit réfléchir. Donc là, on ne connaît pas encore tous les détails, mais pour faire venir les personnes, voilà, si elles sont rémunérées, il faut faire donc des contrats. Voilà. Donc il y a toutes ces questions-là auxquelles on n'a pas, nous, été formés. En fait, on doit, en tant que jeune chercheur, se débrouiller un petit peu... trouver les bons interlocuteurs et on n'a aucune information là-dessus. Donc c'est un peu parfois le parcours du combattant quand on commence dans la recherche pour trouver toutes ces informations-là. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une nécessité qu'on s'y intéresse et peut-être qu'entre nous, on s'entraide aussi quand on a les réponses et qu'on partage toutes ces informations ensemble quand on avance parce que parfois c'est effectivement difficile, même si on a une très bonne intention, on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre intention, quoi. Juste pour rebondir sur la question du réseau et de pouvoir mettre en réseau en fait les chercheurs et les personnes concernées. Bon, c'est juste un petit rappel puisque je suis bénévole au GEM de Strasbourg et c'est vrai que les associations ou les GEM ont aussi ce rôle de mise en relation et donc que ce soit pour les personnes concernées, elles peuvent rentrer en contact avec ces institutions-là ou pour les chercheurs, vous le savez déjà. Voilà, c'était le petit instant pub. Petite question du coup adressée à Ravenne. Du coup, en fait, je me demandais, suite à ta réponse à ma question tout à l'heure et à son développement, lorsque tu enrôles le costume du chercheur scientifique en matière d'autisme, est-ce que dans ton ressenti intérieur, tu es dans une posture où tu te dupes un petit peu toi-même, où tu oublies volontairement que tu es autiste, ou est-ce qu'au contraire, tu ressens une dimension de mise en abîme prégnante ? C'est super intéressant comme question. En fait, dans un séminaire au laboratoire, on m'a posé la question notamment par rapport Donc, ma première étude, j'ai conduit des entretiens avec des personnes et on m'a demandé, mais du coup, à quel moment vous étiez dans une position de père finalement ou de chercheur et voilà, enfin parce que et en plus moi du coup comme j'ai dit, je suis psychologue spécialisé en thérapie comportementale et cognitive et j'ai eu des personnes pour qui les entretiens étaient très compliqués. Donc en fait, on a aussi fait des pauses de relaxation, on a aussi fait des trucs de respiration pour favoriser en fait le fait, parce que la personne avait envie de participer, c'était juste très anxiogène. Du coup, j'avais un peu toutes les casquettes et c'est souvent, ma directrice de thèse me fait aussi parfois la réflexion quand je parle de mes collaborations avec le GEM, c'est mais là du coup vous y êtes en tant qu'adhérent ou vous y êtes en tant que chercheur, vous y êtes en tant que doctorant, vous êtes donc c'est parfois compliqué, mais justement c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ce travail-là de parfois, même dans les entretiens, il y a des choses qui m'ont fait réagir très fortement parce qu'il y a des gens qui ont vécu des violences dans le milieu psychiatrique par exemple, et moi ça me met hors de moi et j'ai un sentiment de communauté aussi parce que j'ai cette chose de en fait ça pourrait m'arriver à moi, ça pourrait c'est des expériences qui se rapprochent de choses que j'aurais pu vivre, etc., ou que je peux vivre, etc., mais j'essaye justement de faire ce qui pour moi constitue le travail de la recherche aussi, c'est de faire ce pas de côté et de dire ok, là j'ai un paquet de données qui seront nécessairement influencées par mon interprétation, mon positionnement, etc. Et ça fait partie du travail de chercheur, à mon sens, de lister aussi tous ces biais finalement, parce que ça fait partie des limites de la recherche. On parlait hier du problème du défaut de reproductibilité des recherches, donc le fait qu'un chercheur va refaire la même étude et ne pas forcément trouver les mêmes résultats.
C'est impossible d'avoir exactement les mêmes résultats. Ce qu'on essaye d'obtenir, c'est des résultats qui se rapprochent, qui vont dans le même sens au moins. Mais voilà, parfois ça va pas du tout dans le même sens parce qu'il y a plein de choses qui ont changé entre-temps, parce que c'est plus les mêmes populations, parce que voilà, ça pose plein de questions. La recherche n'est pas du tout parfaite. On a cette envie en tant qu'être humain et en tant que chercheur de dire qu'on a raison, qu'on a trouvé le truc, que c'est bon, on a une certitude, mais ça fonctionne pas comme ça. On a juste, à mon sens, la recherche c'est juste, et les résultats de recherche c'est juste le truc sur lequel on peut être à peu près le plus sûr en ce moment et qu'on n'a pas encore réussi à démontrer que c'était faux. Parce que si ça se trouve, c'est complètement faux, mais pour l'instant, tous les résultats vont dans le sens que c'est vrai. Voilà. Mais c'est très instable et c'est très inconfortable comme position, mais voilà, c'est aussi ce qui est intéressant dans la recherche et dans la science en général. Je voulais rebondir là-dessus rapidement. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, pour dire que moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs en sciences de l'éducation, dont la plupart sont d'anciens enseignants, et qu'on leur pose assez rarement, finalement, la question de savoir si le fait d'être enseignant pour mener des recherches sur des enseignants, ça crée des biais insurmontables, et on leur demande jamais s'ils parlent en tant que chercheur ou en tant qu'ancien enseignant. Donc, ce parallèle pour montrer en quoi finalement le fait d'être une personne concernée qui fait des recherches sur son sujet peut presque apporter une objectivité supplémentaire dans le cas de l'autisme, parce que justement cette question finalement elle est omniprésente et donc elle oblige à une réflexivité accrue sur les biais potentiels, et que donc par rapport aux personnes qui pourraient accuser de subjectivité les chercheurs autistes, eh bien finalement justement c'est cette interrogation-là qui permet d'atteindre un niveau finalement de réflexivité et donc d'objectivité supérieure. Alors il existe dans toutes les formes de recherche, bien sûr, des carnets de recherche, des journaux de recherche, enfin on peut, selon les disciplines, ils ont des noms différents, mais il est vrai que ce travail, il se fait en général juste du chercheur avec lui-même. Or, dès lors qu'on a des chercheurs qui répondent à des critères diagnostiques, etc., ce n'est pas seulement le chercheur qui s'interroge, mais c'est la société aussi qui l'interroge sur sa double casquette que tout chercheur a nécessairement. On ne choisit jamais un sujet de recherche par hasard, c'est forcément qu'on est impliqué d'une façon ou d'une autre et qu'on se sent concerné par ce sujet. Il n'y a pas de chercheur neutre, il n'y a pas de chercheur désintéressé par sa recherche, ou alors c'est un mauvais chercheur qui le fait pour les mauvaises raisons. Donc, je pense que finalement, cette question de la double casquette qui est omniprésente, c'est presque une fausse question, parce que c'est justement cette double casquette qui permet de prendre en compte l'intégralité des biais et justement de les anticiper et de les faire disparaître dans une grande mesure. Merci beaucoup Julie. Alors, effectivement, c'est-à-dire on a tous nos biais, et c'est dans cette idée que d'être conscient de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui peut se jouer comme biais effectivement dans le processus de la recherche. Merci beaucoup Julie. Merci beaucoup à toutes les personnes qui. Ah, tu veux encore dire quelque chose ? Juste pour terminer. Il y a aussi la question, un autre des écueils qu'il est important de souligner juste avant de finir, c'est en fait le transfert aussi de ces connaissances-là, que ce soit vers les personnes concernées, voilà, de partager les résultats et comment ça peut faire avancer les plaidoyers par exemple, ou donc plaidoyer au sens de voilà, si on se rend compte que on fait une enquête globale sur l'expérience ou le temps que les gens mettent à obtenir un diagnostic d'autisme à l'âge adulte, ça peut servir à faire du plaidoyer auprès des institutions en disant mais en fait c'est inacceptable, voilà, on a des données comme ça et on fait avancer les choses, voilà, parce que les institutions ne réagissent qu'aux chiffres. Qu'ils soient inscrits sur des billets ou non. Et il y a aussi la question du transfert, notamment, c'est ce que soulignait Aurélie tout à l'heure, c'est que dans des recherches, par exemple, en TCC, on va tester séance 1, séance 2, séance 3, séance 4, séance 5, séance 6, séance 7, avec les exercices, machin. Sauf que dans la vraie vie, en tant que clinicien, on ne peut pas faire ça. Si ça suffisait, un programme élaboré avec une séance toujours dans le même sens, etc., en fait, on n'aurait pas de travail, Dora et moi et Marie. Enfin, on
les gens, ils liraient des livres où il y a écrit, il faut faire ça à la séance 1, il faut faire ça à la séance 2, voilà, chapitre 1, vous faites ci, chapitre 2, vous faites ça, et tout irait bien. En fait, on teste quelque chose dans des conditions hyper strictes, on sélectionne les gens pour éviter les biais, justement, quand il y a des dépressions, quand on parle d'autre chose, quand la personne sort du programme, etc., etc. Sauf que ça démontre que c'est plus ou moins efficace sur la globalité de la population qu'on a essayé de viser, mais les résultats précis, on ne peut pas dire que ça va améliorer la symptomatologie anxio-dépressive chez tout le monde, chez toutes les personnes autistes, parce que on a déjà de toute façon sélectionné un certain nombre de personnes en fonction des critères géographiques, de temps, etc. etc. Mais aussi, parfois, on a dû éliminer des personnes parce qu'elles présentaient une autre caractéristique qui allait brouiller les résultats de nos tests. Et du coup, c'est pas forcément sélectionné pour réussir à avoir les meilleurs tests, c'est juste que y a des tests qui sont pas forcément non plus hyper objectifs, comme on en a parlé hier pour le diagnostic, et on fait avec le matériel qu'on a à l'heure actuelle. Et donc, ça se transfère mal parfois sur la réalité clinique quand on vient avec une intervention en disant voilà, c'est comme ça. Et comme dit Aurélie, on va pas s'arrêter parce que la personne, elle a dit voilà, en ce moment, j'ai envie de mourir. Je dis oui, mais aujourd'hui, on devait parler de sensorialité. Donc, voilà, on va parler que de ça. Enfin, dans la réalité, il faut pouvoir que ces résultats se transfèrent aussi. Et c'est parfois un obstacle supplémentaire. Et je peux dire merci. Ok. Merci à toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir dans cette table ronde. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cet événement depuis hier ou depuis ce matin. Merci pour vos questions, pour votre intérêt. Et voilà, donc on vous souhaite une très bonne journée. Voilà, au revoir. Donc, je rejoins Doha pour finir le truc. J'espère que ça a été super intéressant. Il y a eu plein d'échanges riches, etc. Et donc, comme dit, je mettrai à disposition les interventions une fois qu'elles auront été montées. Donc, il va falloir me laisser un petit peu de temps, juste de récupérer des cuillères, s'il vous plaît. Mais les interventions et les ressources dont on a pu parler pendant ces journées-là, vous avez mon mail, donc si vous voulez discuter, tout ça, il n'y a pas de souci. Et c'est pareil, si vous voulez m'envoyer des ressources, n'hésitez pas, des ressources que je pourrais inclure dans le dossier, et donc je l'enverrai par mail à toutes les personnes qui ont déjà reçu le mail pour venir, et en visio aussi. Et ensuite, si vous ne l'avez jamais reçu, vous avez mon mail et vous pouvez me renvoyer un mail pour me dire je ne l'ai jamais reçu, mais laissez-moi un petit peu de temps, s'il vous plaît. pour le faire. Et donc, encore une fois, merci beaucoup à tous d'être venus et d'avoir écouté, d'avoir participé. C'était génial. Merci.